Bonjour, aujourd'hui une dernière vidéo sur la partie 4 enjeux planétaires contemporains, la dernière partie du programme de Terminal S. Alors dans cette vidéo, on va illustrer le chapitre 2, c'est-à-dire la notion de plantes domestiquées. Alors l'objectif de ce chapitre est de vous présenter, de vous expliquer les différentes étapes ou les différentes techniques qui ont permis à l'homme au cours de l'évolution de maîtriser, de domestiquer des plantes dans le but de nourrir les individus. Et on est bien dans un objectif majeur et un enjeu majeur de demain, puisqu'il va falloir nourrir 9 milliards d'humains. Alors, pour résumer, on va définir 3 étapes qui ont conduit au cours de l'évolution à cette maîtrise, à cette domestication des plantes. La première étape, chronologiquement la plus ancienne, est le principe de la sélection massale, qu'on peut aussi qualifier de sélection empirique. Alors pour prendre un exemple concret, on peut prendre le cas de la théocynthe, et l'idée c'est que n'importe quelle plante aujourd'hui cultivée, maïs, blé, etc., tous ces plantes dérivent d'une plante ancestrale. Et donc ici vous avez la théocynthe que l'on considère aujourd'hui comme l'ancêtre du maïs. Vous voyez ici qu'elle a une morphologie, un phénotype très différent, elle a des petits épis avec peu de graines et des graines petite avec une écorce solide. Et donc il faut comprendre comment au cours de l'évolution l'homme est arrivé par son action à transformer des plantes aussi différentes des plantes actuelles. Alors si on veut résumer le principe de la sélection massale, je vais essayer de le faire avec ce schéma. Ici j'ai représenté donc ce qu'on appelle une population de plantes, et l'idée c'est que cette population présente une grande diversité de phénotypes que nous pouvons expliquer par une diversité génétique. On a vu dans d'autres parties du programme de Terminal S qu'il existe de nombreux mécanismes qui créent cette diversité des individus. Pensez à la reproduction sexuée, au brassage génétique, aux mutations, aux transferts horizontaux de gènes, à la polyploïdisation, bref, il y a tout un ensemble de mécanismes qui provoquent une diversité au sein d'une population. Donc si on repart de cette idée, là j'ai représenté quelques plants qui possèdent des caractères intéressants pour l'agriculteur. Donc ça c'est ma population initiale. Et donc l'idée c'est assez simple, de manière complètement empirique, les individus qui ont commencé à ce mécanisme de domestication et qui remontent pour le maïs peut-être à 8-10 000 ans, ont tout simplement remarqué dans un champ par exemple de théocynthe que certains pieds avaient des caractères intéressants de rendement, de taille, de production, de grains, etc. Et donc l'idée c'est que l'homme va simplement choisir dans la masse, d'où le terme de sélection massale, les individus qui lui semblent intéressants, récupérer les graines et semer ces graines. De cette manière, de génération en génération, à force de récupérer les graines des pieds ou des plants de végétaux qui l'intéressent, petit à petit, on va avoir un changement dans le phénotype. Et petit à petit, on voit apparaître une population qui est de plus en plus riche en phénotypes intéressants. Donc voilà l'idée très simple de la sélection massale, l'idée de sélectionner dans la masse le phénotype qui est intéressant, de récupérer les graines, de ressemer ces graines et de génération en génération, petit à petit, on va sélectionner des individus qui ont des caractères intéressants. Alors c'est le principe d'une sélection artificielle, puisque c'est l'homme qui décide, en récupérant les graines, quels sont les individus de la population qui vont se reproduire. Et c'est une manière donc d'envisager une première étape dans la domestication des plantes. Alors le résultat, vous l'avez ici, la théocynthe ancêtre du maïs et le plant de maïs actuel. Alors on va pas tout détailler, mais l'idée c'est que par cette sélection massale et d'autres techniques dont on va parler, l'homme est arrivé à considérablement faire évoluer le phénotype du maïs. On voit ici un seul pied avec une seule tige principale, on a des épis très importants avec de nombreuses graines, les graines sont beaucoup plus grosses, elles n'ont plus cette carapace qui les enveloppe et qui les protège, et donc l'homme évidemment a sélectionné ce type de maïs au cours de cette sélection massale. Alors les caractères qu'il a choisis évidemment sont des caractères qui sont intéressants pour lui, mais qui vont tout de suite avoir le revers de la médaille, c'est-à-dire que le maïs actuel est un maïs qui est tributaire de l'homme, puisque ce maïs a besoin de l'homme, ce maïs seul ne peut pas se reproduire, puisque par exemple les graines ne tombent plus au sol, ne peuvent plus germer, ces graines ne sont plus protégées par la glume qui normalement est censée protéger des parasites, des insectes, donc l'homme va devoir agir et protéger ce maïs. C'est le revers de la médaille de la domestication, les végétaux domestiqués deviennent intimement liés à l'homme. Alors il y a un autre aspect qu'on peut voir toujours dans cette étape de la sélection massale, c'est la diversité variétale. C'est l'idée, par exemple ici, où on estime aujourd'hui qu'il y avait peut-être à une époque 40 000 variétés de pommes, et comment expliquer cette diversité des variétés, diversité variétale? C'est simplement l'idée que ce mécanisme de sélection massale dont je vous ai parlé a eu lieu à plusieurs endroits géographiques sur la planète, et donc comme cette sélection massale s'est opérée sous différents climats, les contraintes n'étant pas les mêmes, les différents individus qui ont réalisé cette sélection massale ont
on choisit des critères, des caractères différents. Et cette sélection massale a conduit, donc forcément, puisque je répète, les conditions climatiques et les critères choisis sont différents, à une variété, à une diversité variétale importante. Par exemple, ici, on a des pommes qui se cultivent bien en montagne, qui se conservent presque un an. Ici, on a d'autres pommes qui nécessitent un climat doux. Ici, des pommes qui sont difficiles à cultiver en pays chaud, etc. Donc, la sélection massale a une conséquence intéressante. Elle a créé une diversité qui n'existait pas, ce qu'on appelle une diversité variétale, qui malheureusement depuis a évidemment diminué fortement, puisqu'aujourd'hui évidemment on a quelques variétés élites, par exemple de pommes, qui dominent le marché. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle une sélection plus scientifique, parce que l'homme va commencer à comprendre le principe de la reproduction des végétaux, et donc va essayer d'agir sur justement la reproduction des végétaux pour avoir une maîtrise un peu plus aboutie des végétaux qu'il veut sélectionner. Parce que la sélection massale c'est bien beau, mais à chaque génération il y a une diversité qui n'est pas évidemment attendue ou souhaitée. Donc le principe de la sélection scientifique, la deuxième étape, c'est ce qu'on va appeler la sélection des lignées pures, variétés élites, et la technique d'hybridation. L'idée repose sur l'autofécondation. Alors soit on a des végétaux, des espèces comme le blé qui sont capables de s'autoféconder, soit on a des végétaux qui ne sont pas prévus pour s'autoféconder, et donc là l'homme va évidemment forcer à l'autofécondation. Alors le principe est le suivant, là aussi je vais essayer d'aller vite. On a au départ une population avec une diversité, il y a un type de plan qui nous intéresse par ses caractères, et ben on va récupérer ce plan et on va le forcer à s'auto-féconder. On va faire une autopollinisation forcée. On va ressemer les graines de cet individu, on va avoir une génération qui va évidemment commencer à présenter ce qu'on appelle une homozygosie, c'est-à-dire que les caractères liés à certains gènes de cette plante vont se retrouver de plus en plus les gènes à l'état homozygote. Alors, on va répéter évidemment ce mécanisme, reprendre ici les graines de l'individu qui nous intéresse, les ressemer, avoir une deuxième génération, puis une troisième génération, et petit à petit, on va, et c'est l'intérêt de faire ces différentes générations, on va avoir des individus qui ont une homozygosie proche de 100%, c'est-à-dire des individus qui ont des caractères fixés. On va parler de lignées pures. Et ça, c'est évidemment ce que recherche l'agriculteur, c'est-à-dire conserver des caractères qui l'intéressent à chaque génération. Et pousser justement l'individu à aller vers l'homozygosie permet cela, puisque comme tous les gènes sont à l'état homozygote, les brassages liés à la reproduction sexuée n'ont pas d'impact, et donc l'individu conserve des caractères, les mêmes caractères que l'on a sélectionnés à chaque génération. Donc ça, c'est le principe de la sélection d'une lignée pure, qui donne ce qu'on appelle aussi des variétés élites. L'idée, c'est qu'on choisit un plan, on le pousse à s'auto-féconder sur X générations, et du coup, on arrive à une variété élite qui a des caractères stables à chaque génération, puisque génétiquement, elle est proche de 100% d'homozygosie. Alors, si je résume ce mécanisme, je répète, de sélection et d'hybridation, on part d'espèces qui sont hétérozygotes, donc qui présentent une grande diversité qui va être gênante, puisqu'à chaque reproduction, on va avoir une diversité de phénotypes. Donc on va pousser ces organismes par autofécondation sur X générations à aboutir vers un état plus proche de 100% d'homozygosie, ce qu'on appelle des lignées pures A par exemple, avec ici deux caractères, ici plus et plus, qui sont intéressants et qui ont été sélectionnés par ce principe d'autofécondation. Pour l'autre variété c'est pareil, on obtient une deuxième lignée pure, variété élite intéressante parce qu'elle possède elle deux autres caractères intéressants. Ça c'est le principe de la sélection des lignées pures. On peut rajouter à cette sélection des lignées pures, le principe assez simple d'hybridation croisée, c'est-à-dire que là on va prendre la lignée pure A qui a des caractères intéressants qu'on va vouloir combiner par reproduction à la variété B, et on peut obtenir, alors ça c'est pas évidemment en une seule génération, mais peu importe, l'idée là c'est que par hybridation on peut avoir un plan hybride, un plan évidemment qui conjugue les caractères intéressants des deux variétés. Du coup là on crée une nouvelle variété élite qui a des caractères encore un peu plus intéressants. Donc voilà l'idée, c'est que ça c'est la deuxième étape, une grande étape dans les mécanismes de domestication des plantes, le principe de sélection-hybridation. Et on voit que c'est un mécanisme qui est évidemment un peu plus scientifique puisque l'homme commence à comprendre les modalités de la reproduction et cherche justement à contrôler cette reproduction justement en sélectionnant par autofécondation des individus qui vont avoir des caractères stables. Et l'autre avantage c'est que les caractères stables évidemment n'étaient pas présents dans la sélection massale. Troisième étape, là aussi, de
de ce principe de domestication, c'est la sélection scientifique, encore ici, avec la notion de génie génétique. Ici, vous avez la sélection classique, on prend deux parents qui ont des caractères intéressants, donc deux variétés élites, on croise, on obtient une variété élite qui conjugue les deux caractères. Donc ça, c'est ce qu'on a expliqué précédemment. Par contre, l'inconvénient de ces techniques de reproduction, d'hybridation, etc., c'est qu'on est limité à la reproduction sexuée, c'est-à-dire on est limité au croisement d'individus appartenant à la même espèce, puisque à la reproduction sexuée impose justement cette notion, cette barrière d'espèce. Donc quand on va dans cette dernière technique, le génie génétique, évidemment, ben là on va faire sauter cette barrière de l'espèce, puisqu'on peut très bien récupérer un gène d'intérêt d'un organisme autre et le transférer, on parlera de transgénèse évidemment, dans la variété ici de melon, et obtenir justement un melon génétiquement modifié via un caractère qui provient d'une autre espèce. Donc vous voyez ici on a atteint un niveau encore un peu plus abouti dans le sens où on n'est plus limité à la reproduction sexuée, donc limité à hybrider des individus assez proches, puisqu'appartenant à la même espèce, on peut évidemment augmenter les possibilités, puisque là on peut récupérer un gène d'intérêt de n'importe quelle espèce pour le transférer. Donc voilà la dernière étape dans le processus de domestication. Alors il y a deux grandes techniques de transgénèse. Soit on introduit donc un gène d'intérêt qui transcrit en ARN, donne une protéine et qui confère donc un nouveau caractère à la plante qu'il reçoit, c'est-à-dire à la plante génétiquement modifiée. Soit c'est une autre possibilité, on utilise des ARN M antisens qui vont pouvoir inhiber, bloquer l'expression d'un gène. Donc ça, c'est une autre façon aussi de faire du génie génétique, bloquer l'expression d'un gène. Si par exemple ce gène chez le melon est responsable de la production de l'éthylène qui conduit à la maturation, et ben en bloquant l'expression de ce gène, on bloque la production d'éthylène et la maturation du melon que l'on peut de cette manière contrôler. Alors, vous connaissez peut-être, mais je vais aller vite, c'est le principe justement de la transgénèse. Là, j'ai pris l'exemple des maïs BT, qui sont des maïs résistants à la pyrale, un insecte. L'idée, c'est qu'on a récupéré un gène sur une bactérie, le gène BT, et que ce gène, par un système de transfert ici, le canon à particules, la canon à ADN, on est arrivé à faire en sorte que ce gène soit intégré au génome de cellules de maïs, et après, toutes les cellules possèdent, on le voit ici, ce gène BT. Du coup, cela donne naissance à un maïs génétiquement modifié, évidemment, mais qui a la capacité de produire dans toutes les cellules la molécule exprimée par ce gène, qui est une molécule insecticide. Donc voilà le principe. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment, évidemment, domestiqué le maïs, on a modifié son génome, et on est allé chercher un gène, évidemment, d'une bactérie, pour le transférer au maïs. Voilà, si je résume ce chapitre, vous avez différents mécanismes étudiés cette année. Ici, je prends ma population ancestrale de végétaux, 2n égale 14. Le premier mécanisme vu, c'est la sélection massale. On va choisir dans la masse de récupérer les graines des individus intéressants pour les ressemer. Vous avez vu le deuxième principe, c'est l'autofécondation. On va choisir un plant qui a des caractères, on va l'autoféconder sur X générations pour avoir justement des caractères stables, avoir une lignée pure. On peut évidemment combiner, hybrider deux individus qui ont des caractères intéressants pour avoir une variété élite. N'oubliez pas aussi que vous avez un autre mécanisme qu'on appelle l'hybridation interspécifique, qui a été vu dans une autre partie du programme de Terminal S. On peut très bien provoquer l'hybridation de deux espèces différentes. Faites attention ici, je suis entre deux espèces différentes et non pas intraspécifiques comme l'autofécondation, l'hybridation. Ces deux espèces, donc via des gamètes n égale 7, 2n égale 14, puisqu'ici on avait une espèce polyploïde, donne une espèce hybride, qui a 3n égale 21 mais qui est stérile, mais n'oubliez pas, on a le principe de la polyploïdisation qui peut donner naissance à une nouvelle espèce fertile. Donc ça c'est un troisième mécanisme qu'on avait vu dans une autre partie du programme, dans les mécanismes de diversification, le principe de la polyploïdisation qui peut se faire entre deux espèces différentes et conduire encore à une plante qui a des caractères intéressants puisqu'on conjugue les caractères des deux. Là on est dans l'hybridation interspécifique. Et enfin, je termine ici avec le dernier mécanisme qu'on a vu dans cette vidéo, la transgénèse. Donc là vous voyez ici je vais être capable de domestiquer, modifier le plant, puisque je vais insérer le gène d'une espèce ici dans cette espèce et je vais obtenir une espèce génétiquement modifiée. Donc voilà les principaux mécanismes qui sont à l'origine de la domestication des plantes par l'homme.